D'aucuns diront que oui, c'est ridicule, 1 page et demie par auteur. Sauf que il a une plume incisive, précise, et qu'il sait tirer le meilleur de chacun des auteurs qu'il a sélectionnés. Place maintenant à notre invitée hebdomadaire, Nathalie Hirschsprung de la librairie Vice Versa pour le CFR du libraire, son émission. Alors si vous aimez la littérature et les trouvailles assez originales, restez avec nous car elle est déjà en plateau. Nathalie Hirschsprung, bonjour. Bonjour Cathy. Alors aujourd'hui un livre hyper original, un livre de Frédéric Beigbeder qui s'appelle La bibliothèque de survie. Bibliothèque de survie. Qui vient juste de paraître là au mois de mai aux éditions de l'Observatoire. Alors, une fois n'est pas coutume, je présente en général pas trop d'essais. Mais là, c'est un essai qui porte sur la littérature, donc ça a attiré mon attention. C'est un essai hyper digeste quand même, parce qu'on peut le lire, on va dire, pas d'une traite, on peut choisir vraiment... On peut naviguer dans le livre. C'est très sympa comme idée, en tout cas. Moi, j'ai beaucoup aimé l'idée. C'est très sympa comme idée. Alors, je redis juste un mot sur qui est Frédéric Beigbeder. Il célèbre ces jours-ci le 30e anniversaire de sa carrière, rien que ça, d'écrivain, mais il n'est pas seulement romancier et essayiste, on le connaît aussi, bien sûr, comme critique littéraire. Il écrit au Figaro, et on peut également entendre ses émissions, ses points de vue parfois décapants dans l'émission de France Inter. Il ne fait pas l'unanimité, Frédéric Beigbeder. Il fait pas l'unanimité, il est très controversé. Et on va voir pourquoi. Ben voilà. Alors, il a quand même obtenu en 2003 le prix Interallié pour Windows on the World, et en 2009 le prix Renaudot pour un roman français. Donc là, il nous revient avec un essai totalement original, parce que dans cet essai, il réunit les 50 livres qu'il voudrait toujours avoir sous la main. En fait, c'est ça, c'est des chroniques, ou c'est des petites, une page, parfois un peu plus, sur les livres, sur ces 50 livres qui pour lui sont... Exactement. Font partie de son panthéon. D'aucuns diront, je citerai quelques auteurs, d'aucuns diront que oui, c'est ridicule, 1 page et demie par auteur, ça n'a pas de sens, sauf que Frédéric Beigbeder... C'est par livre plutôt que par auteur. Par livre ou par auteur. Okay. Ou par auteur. Okay. Il fait souvent un petit allé, oui, un mix. Donc d'aucuns diront c'est ridicule, 1 page et demie par auteur. Sauf que il a une plume incisive, précise, et qu'il sait tirer en 1 page et demie le meilleur de chacun des auteurs qu'il a sélectionnés. Alors Roth, Singer, Simon Liberati, Simone de Beauvoir, Colette, par exemple. Mais en fait, c'est pas tellement Sagan, Fitzgerald, Kafka ou Colette qu'il aime. C'est l'art et les artistes que chérit Beigbeder. C'est vraiment ça le point. La littérature, c'est sa religion, c'est sa passion, c'est sa raison de vivre. Tout à l'heure, je vous lirai le petit passage qui concerne Oscar Wilde, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle entre Frédéric Beigbeder et Oscar Wilde. En tout cas, c'est sympa comme idée, je trouve, de rentrer, on rentre un peu dans l'intimité vraiment un peu cachée d'un écrivain. C'est rare de savoir quelle est la bibliothèque préférée de l'écrivain qu'on aime, qu'on suit. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Ça fait évidemment découvrir des auteurs qu'on n'a pas forcément lus. Exact. Ou des livres de ces auteurs qu'on n'a pas lus. C'est ça. Et ce qui m'a fasciné, moi, dans ce livre, c'est que, j'en ai lu beaucoup, des auteurs qui sont cités ici, mais on découvre toujours un petit quelque chose qu'on ignorait. Donc, c'est pas... faut pas se dire, oui, d'accord, alors je vais sauter tous les auteurs que j'ai déjà lus, parce que ça, je connais. Eh ben non, on découvre toujours quelque chose. Donc, je reviens à Oscar Wilde. Ce qui est frappant entre Beigbeder et Wilde, c'est cette similitude dans la posture. C'est-à-dire, vraiment, ce sont 2 auteurs qui aiment le vrai beau et le beau vrai. On peut dire aussi, bien sûr, que ce sont des résistants. Wilde dans l'Angleterre d'hier et Beigbeder dans la France d'aujourd'hui. Alors, résistant, pourquoi Beigbeder ? Alors, voilà. Une des raisons pour lesquelles Beigbeder est très controversé, c'est parce qu'il n'a pas peur de choquer. Il n'a pas peur de dire les choses directement, comme il les pense, comme il les sent. Et, on le prend plutôt pour un provocateur, mais vous le prenez pour un résistant. Alors, moi, je considère, oui, qu'il est... Je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit. D'accord. Mais j'admire chez lui la liberté de ton
et la légèreté profonde. Il pense son époque comme Oscar Wilde pensait son époque dans l'Angleterre du siècle dernier. Il est dérangeant comme Wilde, il est utile, il est donc nécessaire face à la pensée unique. Parce que quand je disais qu'il était résistant, c'est de ça qu'on est en train de parler, d'un conformisme ambiant en France, et pas d'ailleurs qu'en France. Donc on a besoin un peu de bouffées d'oxygène. On aime, on n'aime pas, c'est pas la question, mais on a besoin de quelqu'un qui pense vrai, qui pense direct, et qui considère que la littérature, l'important pour la littérature, et ça on le voit très très bien dans ses chroniques du Masque et la Plume, la littérature, ça doit être bien écrit. Ça, c'est vraiment son credo. Wilde avait dit d'ailleurs, la littérature ne sert qu'à être belle et donner du plaisir au lecteur. Non, c'est Becbédé qui dit ça, pardon. Wilde, lui, il dit « L'État doit s'occuper de l'utile, l'individu du beau ». Donc ils ont des points de correspondance, on va dire. Et Wilde a dit aussi une chose que je trouve très, très juste. L'art ne doit jamais essayer d'être populaire, c'est le public qui doit essayer de se faire artiste. Moi, j'aime bien ce genre de choses. Oui, en général, vous savez, on dit toujours que le public est quelqu'un d'intelligent, et quand il y a des choses très originales, mais de niveau et très belles, le public en général adhère. Alors, c'est vrai, moi je vais tacler aucune maison d'édition, mais c'est vrai que je suis pas toujours d'accord avec Becbédé, mais j'apprécie encore une fois le ton et le déterminisme pour cette beauté de la littérature, parce que sans tacler aucune maison d'édition, même si j'en meurs d'envie, il se publie quand même des choses par copinage, par des choses qui sont pas des torchons, des torchons, carrément, des choses illisibles, dans de grandes maisons d'édition. Là, vous nous donnez quand même bien envie de vous écouter, lire un extrait, parce que vous nous parlez de l'originalité de son propos, vous nous parlez de son talent en tant qu'écrivain, voilà, qu'il est concis, qu'il est précis, donc on veut vous écouter. Alors, bien sûr, on va retrouver Oscar Wilde. Rien n'est vrai que le beau d'Oscar Wilde, 1887-1897. Si la Pléiade est une vieille mais rutilante Bentley, alors Quarto est un SUV, Sport Utility Vehicle. Plus aérée, plus spacieuse et moins onéreuse, la collection proposait au mois de mai 2019 de faire le point sur la prose romanesque du grand Oscar Wilde. Bien qu'inégale, les contes parlés ne sont pas tous du même niveau, le bilan est étourdissant. Si aujourd'hui la presse littéraire surévalue certains auteurs uniquement parce qu'ils sont homosexuels, c'est inconsciemment pour compenser l'ignoble injustice qui a été faite à l'auteur du portrait de Dorian Gray. Rarement écrivain a été aussi vilipendé, conspué, humilié, emprisonné, torturé, insulté et méprisé par ses contemporains, alors que son génie éclate à chaque page de ce recueil. Les femmes sont faites pour être aimées, non pour être comprises. Le Sphinx sans secret, 1887. Cette fleur est si belle que je suis certain qu'elle possède un interminable nom latin. Le Prince heureux et autres contes, 1888. Il n'est pas si laid au bout du compte, pourvu qu'on prenne l'élémentaire précaution de fermer les yeux et de ne pas le regarder. Une maison de Grenade, 1891. Le péché est la seule note de couleur vive qui subsiste dans le monde moderne. Le portrait de Dorian Gray, 1891. Mon papier mural et moi, nous livrons un duel à mort. Il faut que l'un de nous s'en aille. Propos tenus à Claire de Prats le 29 octobre 1900, un mois avant sa mort, à l'hôtel d'Alsace, rue des Beaux-Arts, Paris 6e. Comment un même homme a-t-il pu être le plus drôle d'Angleterre et rédiger la lettre d'amour la plus triste de l'histoire de la littérature britannique, De Profundis 1897. Le destin de Wilde est évidemment christique et il le savait. Toutes ses fictions annonçaient son sacrifice humain. Lors de son procès inique, il osa déclamer la phrase qui peut encore nous sauver aujourd'hui. Il n'existe pas de livres moraux ou immoraux, les livres sont seulement bien écrits ou mal écrits. Quand on veut faire de sa vie une œuvre d'art, le sommet de l'esthétique est d'imiter Jésus. La société des hommes crucifie toujours ce qui la dépasse pour ensuite se prosterner et demander pardon. Ne serait-il pas un jour préférable de pardonner aux génies de leur vivant ? Il est sain et naturel que les grands écrivains se prennent pour Dieu. Quoi qu'il en soit, Oscar Wilde a gagné son pari. Comme Dorian Gray, il est un jeune homme éternel, mort à 46 ans. Ne jamais oublier cette réalité. Les génies anciens sont infiniment plus jeunes que nous et plus le temps passe, plus ils rajeunissent. C'est vraiment extrêmement bien écrit et très émouvant. On sent vraiment il y a une espèce de filiation entre Oscar Wilde et Frédéric. Donc voilà, nous on était très contents de parler de ce bouquin qui se lit très facilement finalement. C'est très agréable à lire. Voilà, donc c'est chouette. Merci de nous avoir permis de le découvrir. Évidemment, il est en vente à la librairie Vice Versa. On peut venir vous voir. Vous êtes ouvert quasiment tous les jours. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Et on se retrouve la semaine prochaine. Exactement.